Merci d'être venu assister à ce talk avec un nom un petit peu à rallonge. Je vous rassure, il est très simple, on va vite comprendre de quoi on va parler. On va parler d'une expérience avec le mot Kezako. Certains diront que ça ne s'écrit pas comme ça, peu importe. C'est une expérience que j'ai réalisée autour de deux outils en fait. Le premier, c'est des runners GitLab. Un runner GitLab, je vais parler de ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais vous parler aussi du restant. En fait, pourquoi ce talk? De base, quand j'ai fait mon expérience, j'ai tout simplement tweeté, voilà, j'ai expliqué le contexte derrière et on m'a dit super intéressant. Je me suis dit pourquoi pas le partager dans un talk qui va durer 15 minutes, ça va être assez rapide, mais normalement 15 minutes vous allez comprendre un peu ma petite expérience. Donc on parle de runner GitLab, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas je vais préciser ce que c'est, et d'environnement Gitpod. Pareil, si vous ne connaissez pas Gitpod, j'ai des stickers, d'ailleurs je vais le placer maintenant. Mais du coup c'est quelque chose qui est assez sympa et dans lequel voilà, j'ai fait une expérience. Je m'appelle Jean-Philippe Baconnet, je suis consultant à Zenica à Nantes et du coup je suis pas mal actif dans tout ce qui est communauté, donc open source, communauté locale sur Nantes, je suis Corgal et Human Talk. Je participe aux ateliers de développement pour les enfants labellisés Devox for Kids. Et puis du coup je suis dans des programmes communautaires de GitLab et de Gitpod. Alors Gitpod, on va commencer directement par le vif du sujet. C'est quoi? C'est un Cloud Développement Environnement. Donc un CDE, c'est vraiment les notions que je vais évoquer par la suite. Un CDE, c'est quoi? C'est vraiment... Je fais une traduction en français, mais un environnement dev sur le cloud, c'est assez magique. Et du coup, actuellement, il y en a quand même beaucoup qui existent. Moi, les premiers CDE que j'ai connus, c'était en 2016, donc ça fait quand même un petit moment. Et pourquoi j'utilise Gitpod? Tout simplement, je me baladais sur GitLab. Vous avez compris que j'avais une préférence vers GitLab. Et j'ai vu un bouton Gitpod, ouvrir. Donc j'ai pu ouvrir mon projet directement dans le cloud avec Gitpod. Et chez Zenica, on a beaucoup de projets sur GitHub et dans l'aspect open source. Donc moi, cet outil me permet d'ouvrir à la fois des projets GitHub et à la fois des projets GitLab. Donc c'est pour ça que je suis resté dessus. Et puis derrière, il y a plein de features qui sont super intéressantes. Et du coup, voilà un peu ma découverte de cet outil. Si vous faites de l'open source, peut-être que vous allez trouver sur des repos, des readme, vous avez des petits boutons qui sont présents. Donc là, j'en ai mis deux, mais il peut y en avoir plein de formes. Là, l'idée, en fait, c'est de vous montrer rapidement qu'une configuration va être à votre disposition pour pouvoir travailler sur le projet. Sous-entendu, vous n'avez rien à installer sur votre poste. Donc ça, c'est quand même quelque chose de plutôt sympa. Ça a des contextes qui sont très intéressants. Donc voilà, si vous passez sur des projets open source, où je suis passé, en tout cas, il y a les boutons maintenant, ils sont mis. Donc l'idée, c'est quoi? C'est en fait, Gitpod, on va ouvrir du coup un environnement directement dans votre navigateur, peu importe lequel. Et derrière, on va avoir des configurations. Donc de base, c'est du VS Code. Donc l'idée, c'est on ouvre un navigateur, on a une instance VS Code, on fait tout ce qu'on fait comme si on avait un VS Code sur notre machine, sauf qu'il est sur le cloud. Donc ça peut être intéressant. Actuellement, je crois qu'il y a 7 ou 8 navigateurs qui sont ouvrables, entre guillemets, sur les browsers. On peut même ouvrir un terminal dans le navigateur. Donc c'est assez sympa pour ceux qui veulent directement faire des lignes de commande. Mais si jamais on est vraiment puriste, c'est-à-dire que si par exemple, moi je suis développeur Java, j'aime bien avoir IntelliJ, aller sur le cloud dans un navigateur où j'ai pas mes raccourcis que j'ai customisés, ça me plaît pas forcément. Donc là, il y a des options qui existent. Il y en a une que je vais citer, c'est JetBrains Gateway, qui permet d'ouvrir en fait plusieurs CDE. Là, on voit qu'on en a 3. Et derrière, en fait, on a notre IDE en local qui est connecté sur notre repo qui est distant, dans lequel on peut faire du code. Comment ça fonctionne? Je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer tout ça. La seule chose qu'il faut se souvenir, c'est qu'on va avoir un fichier gitpod.yaml qui est présent dans les repos, qui va contenir votre configuration et qui va permettre de faire des choses assez magiques dans le cloud. Moi, du coup, Gitpod, j'utilise au quotidien. Donc, je fais pas mal d'open source. Donc, forcément, si je vais travailler sur un projet qui fait du Ruby, alors que je ne connais pas du tout le Ruby, je n'ai pas envie d'installer Ruby sur ma machine. Donc, ça peut être une première feature qui est intéressante. Actuellement, je travaille chez un client dans un domaine bancaire, donc avec des VPN, etc. Et en fait, je n'ai pas envie d'aller installer des projets perso ou des projets Zenica ou des projets open source sur la machine. Donc en fait, le fait de faire ça, j'installe rien, donc c'est assez pratique. Et quand on est dans des architectures microservices où on va avoir un composant qui est en Java 8, oui, ça existe encore, et d'autres composants qui sont en Java 21, en fait, voilà, on n'a plus les erreurs de crash parce qu'on n'a pas pris le bon JDK, etc. Donc c'est assez sympa. Et un point de vue green, c'est que moi, j'ai mon vieux Mac qui a plus de 15 ans qui marche très bien. Et en fait, il n'arrivait pas à avoir Docker Compose, c'était un peu compliqué pour lui, et puis je ne parle même pas de Minikube. Donc du coup, par contre, avec le fait d'avoir un environnement de dev sur le cloud me permet d'avoir mon vieil ordi qui tourne, et ça m'évite d'en acheter un, et ça fait du bien aussi pour la planète. Alors du coup, mon expérience s'est déroulée un vendredi après-midi, petite pause dans mon contexte client, je faisais de l'open source, je travaillais pour une API pour les communautés nantaises, et alors je faisais du dev, je faisais de la CI, certains diront que c'est du dev ou pas, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Mais en gros, l'idée, c'est que je travaille dans mon fichier gitlab ci.yaml, qui est le fichier d'entrée
de GitLab pour ceux qui ne connaissent pas. Et je faisais donc un add, un petit commit avec un joli message très explicite. Et bien sûr, je push et en fait, je regardais ma CI. Bon, bah, comme d'habitude, hein, j'attends. Et, alors pas comme d'habitude, mais à la planter. Ça m'arrive quand même assez souvent. Je me dis, bon, j'ai sûrement fait une petite coquille, j'ai pas utilisé l'éditeur de pipeline de GitLab, bon, j'y retourne. Je reprends le même message pour être bien cohérent dans mon discours. Et en fait, je regarde mon pipeline, toujours magique, mais il plante toujours. Alors je me dis, bon, bah, j'y retourne. Et en fait, là, je me dis, bon, bah, j'ai attendu 3 fois que mon pipeline tourne. Et bon, du coup, voilà, c'était vendredi après-midi, la fatigue de la semaine. Sur mon bureau, j'avais quoi? Un petit Raspberry. Je me dis, tiens, mon petit Raspberry, il est éteint, c'est quand même dommage. Je me rappelle d'une expérience que j'avais faite où je m'étais amusé à installer en fait un runner GitLab dessus. Très bien, donc si vous voulez l'article, il est là-dessus. Donc rapidement, un runner GitLab, c'est quoi? C'est un outil qui est développé en Go. Ça a son importance de le dire parce que l'idée, c'est vraiment d'utiliser la puissance de Go et de pouvoir installer un runner un peu partout, sur du Cube, sur des VM, sur votre poste, sur des Raspberry, etc. C'est assez pratique. Un runner, c'est quoi? C'est en fait ce qui va vous permettre de faire tourner la CI sur vos projets. Que vous savez, sur gitlab.com ou sur une instance privée, vous avez du coup de la CI. Et la CI, elle n'est pas magique. Il y a bien quelque chose qui permet d'exécuter votre code. Et cette chose-là, c'est les runners. Donc il faut savoir qu'il y a différents types de runners. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objectif du talk. Mais quand vous êtes sur gitlab.com, peut-être que sur votre projet, on a partagé le même runner que un de mes projets que j'ai. Bien sûr, c'est isolé, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est les runners qui sont partagés. C'est GitLab qui gère, qui les met à disposition. Les projets vont aller pointer vers le bon runner. Si jamais après on veut configurer et customiser un peu ça, profiter de sa puissance, d'une configuration particulière, on peut installer des runners par des groupes de projets ou bien associer à un projet. Au tout début des runners, petite anecdote, quand entre guillemets, les Américains se levaient, en fait, on voyait que nos pipelines mettaient du temps à démarrer. Et ça, c'était vraiment un constat. Donc souvent, on voyait nos pipelines qui étaient au stade du pending, qui veut dire qu'il faut attendre. Il faut attendre la file d'attente. Donc c'était un peu perturbant. Et du coup, après, on a plusieurs types d'exécution, d'implémentation de nos runners. Bref, on peut en installer partout. Si jamais vous voulez plus d'infos, j'ai aussi fait des petits dessins sur ce que c'est. Et du coup, si je reviens à l'histoire de mes 150, j'exagère un peu, mais mes commits, c'était tout le temps les mêmes. En fait, mon pipeline, pourquoi il a planté? Quand même, l'idée, c'est que j'ai fait des actions, mais au final, je ne sais pas pourquoi mon pipeline a planté. Et là, je vois rapidement que je n'ai pas de log d'exécution de mon runner qui explique mon problème. Par contre, je vois que j'ai un petit truc qui me dit que j'ai plus de minutes de CI disponibles. Donc, je ne sais pas si vous savez, dans gitlab.com, ils offrent 400 minutes de CI disponibles pour vos groupes de projets. Et moi, a priori, je l'avais un peu explosé, on va dire. J'avais 1300 heures sur les 400 dispo. Alors, constat, c'est en fait, j'avais forqué le projet GitLab. Du coup, toute la CI s'était balancée sur mon compte. Et du coup, ma consommation de CI avait un peu monté en flèche. Donc, en gros, là, pour mon API open source, j'étais un peu embarrassé, en fait. Et je me suis dit, au lieu de payer, projet open source, j'ai pas forcément envie de dépenser l'argent dans la CI. Puis surtout que c'est pas de ma faute à la base. Hein, c'est quand même le projet GitLab qui a pris toutes mes ressources. En fait, je me suis dit, je vais reprendre mon Raspberry qui prenait la poussière et je vais le démarrer pour réinstaller mon runner et le faire tourner. Ça, je sais faire, ça me prend 5 minutes. Mais en fait, je me suis dit, mais là, mon projet, j'étais déjà dans Gitpod, en fait. Et Gitpod, c'est un environnement qui est dockerisé. Donc, si un runner peut s'installer partout, pourquoi il ne s'installait pas dans mon environnement cloud Gitpod? Et en fait, c'est ça que je suis parti faire. Alors, c'est ça mon expérience du vendredi après-midi. Et comment ça se fait? Alors, ça se fait très rapidement. Comment on installe un runner? On exécute une commande Docker. Très bien, on va faire un conteneur run. On va prendre une image GitLab runner latest, soyons fous, prenons la dernière. Et à partir de là, la deuxième commande, ça va être de tout simplement s'enregistrer. En fait, on va enregistrer notre runner, qui va être configuré, sur le projet qui est sur gitlab.com. Je vais lui mettre un petit tag pour lui dire quand même d'où je viens. C'est quand même une préco sur les runners. Alors là, il s'appelle Gitpod. Du coup, une évolution qui avait été apportée, c'était de suffixer avec le nom de la personne du coup, qui crée le projet Gitpod. Comme ça, on va vraiment voir que c'est son runner, c'est mon runner que je veux exécuter. Et puis derrière, on va mettre un petit token. Bien sûr, il n'est pas en dur dans la configuration. On peut le mettre dans l'interface de Gitpod, comme ça, entre guillemets, il est vraiment perso. On est sûr que personne ne va le prendre. Et c'est vraiment notre runner qui va tourner. Et on va s'assurer que le projet sur lequel on est, ce soit bien le seul qui tourne sur le runner qu'on est en train de créer dans Gitpod. Je ne sais pas si vous avez suivi tout le truc. Une fois qu'on va créer notre runner, donc là, il est déjà créé avec les 2 étapes qu'on vient de voir. L'idée, c'est de prendre notre projet, de modifier la CI pour lui dire, au final, la CI qui va tourner, tu vas prendre le tag que je viens d'initier. Et à partir de là,
on voit du coup mon job qui tourne, on voit le job sur la partie droite Gitpod, donc c'est bien le runner que je viens d'exécuter. Et du coup, mon pipeline, il tourne. Il est OK d'ailleurs, pour la petite anecdote. Et en fait, je vois dans mon projet la liste des runners que j'ai bien mon runner à moi. Donc là, je vais dire que mon expérience, elle est réussie. J'ai plus de CI disponible en fait, sur mon compte GitLab, mais par contre, mon runner, il tourne dans mon workspace Gitpod. Donc c'est quand même super sympa. Par contre, en regardant un peu la configuration de mon projet GitLab, je me suis rendu compte que dès que je crée un nouveau workspace Gitpod, donc sous-entendu dès que je remets la main sur mon projet pour faire du dev ou des modifications X ou Y, et ben, j'étais en train de créer une liste de runners assez incroyable dans mon projet. Donc effectivement, ça, c'est pas grave. Enfin, le runner, il marche plus. Il est indiqué en rouge. Très bien, c'est super en fait, on va dire. Par contre, bah, c'est quand même pas cool. Enfin, je sais pas si vous aimez bien avoir un projet où c'est totalement rock'n'roll. Moi, c'est pas le cas. Je me suis dit, bah, en fait, ce serait quand même pas mal de supprimer mes runners. Donc l'idée, c'est que j'ouvre mon projet, je crée mon runner en automatique, et dès que j'ai fini ma modification, dès que je ferme mon workspace Gitpod, l'idée, c'est aussi de faire le ménage dans le runner. Donc je me suis dit, bon, bah, en fait, on a moyen de faire. Quand on crée un runner, on crée un fichier config.toml dans lequel je vais avoir un token dédié à ce runner. Je vais le récupérer et puis après j'appelle l'API de GitLab pour supprimer le runner. Donc là on voit un peu le côté expérience en fait où ça sert totalement à rien, mais je suis quand même parti à prendre du temps dessus. Je me suis dit bah en fait comment je récupère mon token? Une petite commande avec du grep, du sed, enfin tout ce que vous voulez. Je suis pas expert là-dedans mais ça marche en tout cas. Et derrière on va faire un curl pour appeler la requête pour la requête delete des runners. Très bien, ça marche. Par contre ce qui serait quand même intéressant c'est de le faire en automatique. C'est-à-dire que là, mon workspace Gitpod, il est créé, je l'ai dans mon navigateur. Si je ferme mon onglet, mon workspace, il n'est pas clôturé. C'est là la petite subtilité. Il y a un petit temps d'attente où justement notre runner va être conservé, tout simplement au cas où notre navigateur fait une grosse mise à jour sans qu'on ait rien demandé et qu'il redémarre. Donc du coup, on récupère notre workspace. Ou si on va aller prendre un café, on revient, on n'a pas perdu nos modifs. C'est quand même assez cool. Et sauf que ça, c'est pas possible actuellement dans Gitpod. Il y a toujours une issue qui est en cours, qui a été créée un petit moment. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de dire quand le workspace se termine, en fait, on va faire des choses pour clôturer et faire un peu de ménage. Donc il y a deux options. Soit on le fait manuellement, si on y pense. Perso, je le ferai jamais. J'oublierai tout le temps. Donc là, en fait, on peut se dire, dans Gitpod, quand on va lancer le configuration, on va créer un alias dans lequel l'utilisateur pourrait tout simplement soit le fermer à la main, soit utiliser le petit alias que j'ai créé. Pourquoi pas? Mais ce qui serait pas mal, c'est que ce soit directement, et c'est là où du coup ça m'a un peu dépassé, utiliser les signaux qu'on peut avoir côté Linux, parce que derrière en fait on a un environnement qui est sur le cloud, du coup on peut détecter, comme c'est de l'infra, avec les signaux, signes termes, signes je sais plus trop quoi là, ce genre de choses. Donc là en fait, au début pour moi c'était un peu abstrait ce genre de choses, je connaissais pas du tout, mais en gros comment en fait on va pouvoir créer une fonction qui exécute les deux actions qu'on peut faire manuellement. Et derrière, en fait, on va utiliser le petit ligne de code qui est là. Et à l'époque, je m'étais même amusé à demander à ChatGPT de m'expliquer ce que c'était. Bon, bref, ça marche. En tout cas, c'est quelqu'un de Gitpod qui m'avait donné la petite astuce et c'est quand même quelque chose qui est assez sympa. Et du coup, l'idée de cette chose-là, c'est que dès que mon workspace va s'arrêter, en fait, du coup, le code va être exécuté et mes runners vont être un peu nettoyés. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment sympa. Comment ça se représente dans Gitpod? Dans Gitpod, je n'ai pas parlé de la structure du fichier, mais on a un attribut task qui permet justement d'avoir des différentes actions qu'on peut faire. Donc tout ce que je vous ai donné en fait est mentionné dans les deux morceaux de code qui sont tout simplement ici. Et en fait au final ça ne représente pas beaucoup de code et ça fait quand même le boulot. Alors l'intérêt de cette expérience, du coup en fait, malgré le fait que j'ai passé du temps, je me suis éclaté à le faire, l'idée c'est aussi de limiter justement sa CI avec de vrais pipelines. Sous-entendu, notre projet il tourne, quand on fait du dev sur des pipelines, en fait c'est du temps qui pour moi n'a pas d'intérêt. Autant conserver le temps de CI que GitLab nous offre à faire vraiment du déploiement de notre application. Donc voilà, j'appelle ça des vrais pipelines entre guillemets. Et aussi ne pas être dépendant. J'ai parlé du cas des Américains qui se réveillaient et d'attendre. Perso, moi quand les Américains se réveillent, je suis déjà au boulot et j'ai pas envie de les attendre. Donc bon voilà, un peu violent comme approche, mais on peut se dire au moins je fais un peu ce que je veux. Et du coup quelque chose qui peut être intéressant, c'est pour tout ce qui est atelier formation. Où chez Zenigger on fait de la formation et souvent on a installé des runners quelque part et on se dit au final chaque stagiaire peut avoir son runner et du coup peut vraiment en fait faire ce qu'il veut dans le temps qu'il a besoin. Et ça peut aussi servir dès ce qu'on veut commencer à faire des modifs dans la configuration des runners où là en fait vu que c'est notre runner on fait ce qu'on veut, on configure comme on veut et à partir de là on peut vraiment se débrouiller.
Donc j'ai mis quelques liens ici pour expliquer un peu voilà, tout ce que j'ai fait, le repo GitLab si jamais ça vous intéresse. Et je vous remercie pour votre attention. Il y a le QR code pour les slides si ça vous intéresse. Et je pense que si vous avez des questions, on verra ça juste après, je crois. C'est ça. Merci bien.